Bonjour, suite de mon dossier consacré à Kwaidan, le film de Kobayashi Masaki adapté de Lafcadio Hearn. Cette vidéo, plus particulièrement, va porter sur les fantômes japonais dans les arts et les lettres. L'étude de l'adaptation cinématographique des histoires de fantômes de Lafcadio Hearn par Kobayashi Masaki ne peut se faire dans le vide. Un travail préalable de contextualisation s'impose, qui visera notamment à inscrire les œuvres étudiées dans la biographie et la production des deux auteurs. Mais encore avant cela, il nous faudra nous pencher sur les sources du fantastique japonais, littéraire et cinématographique. Ce n'est qu'au travers de la conjonction de ces trois approches que le film Kaidan, pourra en son temps être analysé. Le Japon, du fait notamment de sa tradition religieuse mêlant shinto, bouddhisme et confucianisme sur un socle de chamanisme, entretient avec l'idée même de fantômes des relations sans doute différentes de l'Occident de tradition judéo-chrétienne, dans laquelle ils n'ont absolument pas leur place et sont dès lors tôt relégués au rang de la pure superstition. Les histoires de fantômes ne sont certes pas absentes de l'imaginaire européen ancien, mais elles ne peuvent dès lors avoir la même prégnance qu'au Japon où, longtemps, l'existence des fantômes, comme celle des esprits de manière plus générale, a pu paraître aller de soi pour tous et parfaitement conforme aux divers enseignements sacrés. Ceci jusqu'à leur remise en cause par certains intellectuels tels Yamagata Banto, 1748-1821, dans une optique pouvant évoquer en Europe peu ou prou à la même époque les attaques des philosophes des Lumières contre la superstition et la foi notamment catholique. Il faut dire que les morts, sinon les fantômes à proprement parler, sont au cœur de la vie religieuse, mais la notion même de fantôme peut être avancée avec davantage d'assurance quand on prend en compte l'activité immémoriale des femmes chamanes qui intercèdent entre les vivants et les morts. Aujourd'hui encore, la fête d'Obon, chaque année, en été, célèbre la visite des ancêtres défunts auxquels un culte est traditionnellement rendu dans chaque famille tout au long de l'année, ce culte constituant le pilier de la pratique religieuse japonaise et du système traditionnel Ye. La foi bouddhique, de manière plus spécifique, s'en est très bien accommodée. On trouve des fantômes parmi d'autres créatures surnaturelles dans les histoires qui sont maintenant du passé, Konjaku Monogatari Shu, dont le propos vise essentiellement à l'édification. Cette signification religieuse exclut ces histoires du champ de ce que l'on appellera ultérieurement le fantastique, mais certains récits vulgaires, au sens de profane, de la partie japonaise du recueil, s'en rapprochent déjà davantage, qui inspireront en leur temps, par exemple, Akutagawa Ryunosuke, 1892-1927. Il en va en partie de même concernant le registre merveilleux dans des contes tels que celui du coupeur de bambou, Taketori Monogatari, mais si l'idée d'un récit conçu pour le divertissement et non l'édification nous rapproche bel et bien de la littérature fantastique à venir, nous nous en tiendrons ici au récit plus spécifiquement voué à l'angoisse et à l'épouvante, et au premier chef aux histoires de fantômes. Le fait est que, au-delà des kami et des bouddhas, le folklore japonais est riche de nombreux yokai, parmi lesquels les yurei, fantômes au sens strict. Le terme bakemono peut désigner les fantômes et a une acception plus large. Et la culture japonaise classique abonde en créatures surnaturelles, esprits de défunts ou non, qui peuvent intervenir dans un récit sans pour autant que l'œuvre en question ne verse le moins du monde dans le fantastique. À titre d'exemple, dans le dit du Genji, Genji Monogatari, de Murasaki Shikibu, le livre quatrième, Yugao, raconte comment les maîtresses du prince resplendissant font les frais de la jalousie de l'esprit vif d'une ancienne compagne et en meurent. Certes, il ne s'agit pas là d'un fantôme au sens où nous l'entendons habituellement, l'esprit n'étant pas celui d'une défunte, mais ces manifestations surnaturelles particulières, fréquemment mentionnées dans le folklore du Japon, intéresseront beaucoup Lafcadio Hearn qui en évoquera plusieurs cas dans ses contes et notamment dans Kwaidan. Nous pouvons aussi citer, mêlant cette fois véritable fantôme et esprit vif, Taira no Kiyomori, confronté au spectre de ses victimes mortes ou exilées, qui perturbe l'accouchement de sa fille dans le livre troisième du dit des Heike, Heike Monogatari. Un ouvrage qui se veut une chronique historique, de manière assez significative. Bien avant cela, à vrai dire, l'histoire officielle du Japon mentionnait déjà les manifestations de fantômes qu'il fallait s'accommoder à titre posthume. L'exemple le plus célèbre étant celui du conseiller banni Sugawara no Michizane, finalement déifié sous le nom de Tenjin, dieu des lettres et des études, pour apaiser sa colère. Sur ces bases, historiques, religieuses, folkloriques, le traitement littéraire de la figure du fantôme va connaître une évolution marquée au théâtre et dans la fiction en prose, qui sera à chaque fois d'une grande importance pour le cinéma fantastique japonais. Tout d'abord, le théâtre No tel qu'il se constitue durant l'époque de Muromachi Jidai, 1336-1573, au travers des œuvres de Kanami et de son fils Zeami, fait très souvent, sinon systématiquement, appel à des personnages de fantômes qui sont incarnés par le shite, soit l'acteur principal revêtu d'un masque. Dans le programme classique de la journée de No, la deuxième pièce est vouée aux spectres de guerriers, les Ashura, et la troisième à des spectres féminins. Si l'on ajoute que la première met en scène des divinités et la cinquième et dernière des démons,
La quatrième pièce seule, de la vie réelle, semblant en principe dépourvue de créatures surnaturelles, on pèse combien celles-ci, et notamment les fantômes, sont indissociables de cet art. Le No est un spectacle total, mêlant théâtre, poésie, musique, chant et danse, outre la conception des costumes et surtout des masques. Il aura une certaine influence sur le cinéma japonais bien plus tard, mais sa singularité demeurera. En fait, dans le domaine qui nous intéresse, si cette prépondérance des fantômes ne sera pas sans conséquence sur le cinéma fantastique, le répertoire d'Uno abondant en sujets de films, l'influence de ce registre théâtral sera peut-être avant tout esthétique. On peut avancer que la lenteur caractéristique d'un certain cinéma japonais, qui vaut d'ailleurs pour Kwaidan, film long, plus de 3 heures, et d'un rythme très posé, dérive de cet art de la subtilité et de l'épure. Dans ce film à sketch, c'est probablement dans le troisième, Hoichi sans oreille, Miminashi Hoichi, que l'influence d'Uno serait la plus palpable, par exemple dans la gravité de la mise en scène de la bataille de Dan no Ura no Tatakai, mais sans exclure loin de là d'autres influences, dont celle du kabuki, notamment dans la flamboyance marquée des costumes et du maquillage. La succession dans le film de Kobayashi Masaki de 4 histoires différentes pourrait lointainement évoquer la succession des pièces dans la journée de No, mais cette hypothèse évoquée seulement pour mémoire paraît peu concluante, dans la mesure où les 4 histoires, et non 5, ne suivent pas la progression orthodoxe des pièces, outre qu'elles ne sont pas séparées par des kyogen, destinés à relâcher l'atmosphère. Celle-ci est délibérément pesante tout au long du film, et s'il est bien quelques traits d'humour ça et là, ils demeurent rares et sont souvent tardifs. Le théâtre No assez rapidement devient un divertissement associé à l'élite, aux guerriers, bushi. Mais durant l'époque d'Edo, Edo Jidai 1603 à 1868, qui voit l'émergence de la classe bourgeoise, de nouvelles formes théâtrales se développent qui correspondent davantage au goût des marchands, et notamment le kabuki. Ce nouveau théâtre est antithétique du No, flamboyant, nerveux, virtuose, riche d'effets spéciaux. Les classes supérieures dans un mouvement de rejet le jugent vulgaire, mais il n'en remporte pas moins un succès considérable qui persistera et affectera sans commune mesure le développement du cinéma japonais en général et du cinéma fantastique en particulier. En effet, le cinéma fait son apparition au Japon très tôt. Le procédé d'Edison fait l'objet d'une démonstration en 1896, puis le cinématographe des frères Lumière arrive dès l'année suivante avec des opérateurs qui filment des scènes de rue ou la danse de geisha. Et on ne tarde guère à filmer de fameux acteurs de kabuki qu'il s'agit de rendre immortels. Les premiers films de ce type sont très simples, sans réalisation ni mise en scène à proprement parler. On se contente de poser la caméra, devant laquelle des stars du kabuki se livrent à un pot pourri de leurs meilleures scènes, sans narration suivie. Après quoi l'on se met à adapter véritablement des pièces. Au Japon comme ailleurs, le cinéma ressemble d'abord beaucoup à du théâtre filmé. Mais à terme se développe la grammaire de ce nouveau médium, le découpage, le montage, etc., ce qui débouche sur les premières réalisations à proprement parler. Et beaucoup s'inspirent d'abord du répertoire du kabuki, si d'autres se tournent vers le shimpa, c'est-à-dire le théâtre moderne, ainsi désigné justement pour le distinguer du kabuki. Un théâtre qui se veut plus réaliste et prise des histoires contemporaines. Ces deux sources d'inspiration débouchent sur les deux versants du cinéma japonais pour une très longue période. D'un côté, dérivé du Shinpai, il y a le Gandaigeki, cinéma contemporain et réaliste. De l'autre, il y a le Jidaigeki, cinéma historique, d'époque, costumé, qui provient essentiellement du kabuki. Cette distinction devient même bientôt géographique. On tourne les Jidaigeki dans des studios situés à Kyoto, tandis que les studios où l'on filme les Gandaigeki se trouvent à Tokyo. Pendant une très longue période, le cinéma japonais se partagera à peu près équitablement entre ces deux styles. Mais en Occident, quand on commencera à s'intéresser au cinéma japonais dans les années 50, après le succès inattendu à l'exportation du Rashomon de Kurosawa Akira, Lion d'or à la Mostra de Venise en 1951, le goût de l'exotisme aura pour conséquence qu'on ne s'intéressera peu ou prou qu'au Jidaigeki pendant un long moment. Le Gandaigeki, avec des réalisateurs aussi importants qu'Ozu Yasujiro, ne sera découvert que bien plus tard, rétrospectivement. Cette distinction aura une conséquence particulière pour le cinéma fantastique japonais. En effet, le shimpa qui se veut réaliste ne prise guère les sujets fantastiques. En revanche, le kabuki avec son côté flamboyant est bien plus propice à la narration de telles histoires. Son répertoire étant abondamment repris dans le Jidaigeki, les classiques du kabuki relevant du fantastique deviennent bientôt des films d'époque. Mais en conséquence, s'il y aura des exceptions, certains films de Nakagawa Nobuo notamment, la proposition sera également vraie en sens inverse. Longtemps, la majeure partie des films fantastiques japonais seront des Jidaigeki. Il faudra attendre au mieux les années 80 et surtout la fin des années 90
pour que le cinéma fantastique japonais ose s'exprimer pleinement dans un cadre contemporain, même en reprenant des figures classiques de Yurei, etc. Ce sera la vague de la J-horror, qui connaîtra un grand succès au Japon comme à l'étranger à partir du film Ringu de Nakata Hideo en 1998, d'après le roman éponyme de Suzuki Koji. Mais revenons-en au kabuki. Il faut mentionner une pièce en particulier, Tokaido Yotsuya Kaidan, fréquemment abrégée en Yotsuya Kaidan, œuvre de Tsuruya Nonboku IV, 1755-1829. Ce classique du kabuki, qui avait remporté un succès colossal, a suscité bien des reprises au théâtre, bien des illustrations également, notamment dans le genre ukiyo-e, puis a donné lieu à des dizaines d'adaptations cinématographiques, et ce dès le temps du muet. Le fourbe samouraï Yemon et sa pauvre femme Oiwa ont fourni des archétypes aux histoires de fantômes ultérieures. Oiwa, à vrai dire, constitue le prototype de la figure de la femme trompée, wronged woman, si essentielle au cinéma fantastique japonais. Mais le succès d'une pièce comme Yotsuya Kaidan tient aussi sans doute à ce que, à l'époque de Tsuruya Nonboku IV, la perception des histoires de fantômes avait changé. En effet, l'approche édifiante de ces histoires, au plan religieux ou simplement moral, avait progressivement laissé de la place à une autre approche selon laquelle les histoires de fantômes, sans prétendre à la réalité, pouvaient constituer en tant que telles un divertissement. Durant l'époque d'Edo, la tradition orale des histoires étranges, racontées en commun dans certaines circonstances plus ou moins ritualisées, ou progressivement plus ludiques qu'autre chose, débouche sur des anthologies qui bénéficient des progrès en matière d'imprimerie et connaissent ainsi une large diffusion. On parle alors de kaidanshu, c'est-à-dire de recueils d'histoires étranges et essentiellement d'histoires de fantômes. Les meilleurs écrivains en prose s'y mettent, comme par exemple Hihara Saikaku, 1642-1693, et au cours notamment du XVIIIe siècle, plusieurs de ces recueils rencontrent un certain succès populaire. Le plus célèbre est le livre d'Ueda Akinari, 1734-1809, intitulé Contes de pluie et de lune, Ugetsu Monogatari, que l'on connaît notamment en Occident pour avoir inspiré le célèbre film de Mizoguchi Kenji, Les Contes de la lune vague après la pluie, Ugetsu Monogatari également. Il y a de nombreuses raisons à cette évolution, déjà évoquée. L'émergence de la classe bourgeoise, les progrès de l'imprimerie, les nouveaux modes de diffusion, mais sans doute faut-il revenir à l'appréhension différente de la notion même de fantôme. Nous l'avons mentionné plus haut, à l'époque de la diffusion des kaidanshu, un débat oppose les intellectuels japonais qui portent sur l'existence des esprits en général et des fantômes en particulier. Si nombre de ces auteurs, au fil de raisonnements parfois tortueux, empruntant à une vaste érudition classique, au sens fort et donc essentiellement chinoise, ne voient pas de raison d'en douter, d'autres se montrent plus sceptiques, et parfois d'une manière toute radicale. Nous avons évoqué le cas de Yamagata Banto. Or, il faut relever que les auteurs de Kaidanshu, et tout spécialement Ueda Akinari, s'inscrivent dans ce débat. L'auteur des Contes de pluie et de lune, philologue des plus compétents, connaissait très bien ces classiques, et son recueil témoigne de sa vaste érudition, mais tout autant de son esprit critique, car c'était un esprit fort, un sceptique qui ne voyait que fable dans les mythes. Il polémiqua avec le grand maître des études japonaises, Motohori Norinaga, sur le caractère divin du soleil. Akinari le tenait pour un simple astre qui éclairait aussi bien les Hollandais que les Japonais. Or, la remise en cause des mythes, des dieux et des fantômes procédait d'un même esprit critique, même si notre auteur a rendu grâce à la divinité Inari toute sa vie et croyait volontiers aux métamorphoses des renards, Kitsune, et des chiens viverins, Tanuki. Demeure l'impression que pour que le fantastique se constitue en tant que genre, pour que l'on écrive et lise ou voie des histoires étranges et effrayantes au seul titre du divertissement, outre les moyens de diffusion modernes, il faut un état d'esprit bien particulier, à même de tirer profit d'une longue et ancienne tradition de récits dans le folklore ou dans l'érudition, le cas échéant d'ailleurs dans une optique conservatrice, mais en s'émancipant d'une foi trop obséquieuse. Il est tentant de relever qu'à la même époque un phénomène similaire se produit en Europe, tandis que les philosophes des Lumières de Pierre Bayle à Voltaire dénoncent avec vigueur les superstitions, apparaissent les romans gothiques anglais à la suite du Château d'Otrante de Horace Walpole, 1764. Les métamorphoses des mythes grecs, les contes de fées ou les fantômes shakespeariens n'y changeaient au fond rien, ce n'est qu'alors qu'apparaît véritablement le genre fantastique et que la peur devient en elle-même un sujet littéraire, ainsi que Lovecraft l'a bien montré. Le cinéma fantastique japonais saura se nourrir de ces différents apports, du no, du kabuki, des kaidanshu enfin, qu'ils relèvent de l'érudition classique, du folklore ou de la création pure. Les kaidanega, puisque c'est ainsi que l'on désigne les films de fantômes, au-delà de leur long cantonnement dans le jidaigeki, y gagneront en diversité. Les films fantastiques japonais seront alternativement de prestige ou d'exploitation, avec une infinité de degrés intermédiaires. Certains réalisateurs s'attacheront au genre, d'autres ne l'envisageront que ponctuellement.
parmi lesquels, outre Kobayashi Masaki, on peut citer donc Mizoguchi Kenji ou éventuellement Kurosawa Akira, ou encore de manière davantage marquée Shindo Kaneto. Le genre lui-même pourrait être divisé en sous-genres, le cas échéant, relativement englobants comme le gothique d'Edo, Edo Gothic, ou le kaidan Pikkoega, ou très spécifiques, par exemple en fonction du type de créature mise en scène. Max Tessier évoque ainsi sous le registre Bakemono le Bakeneko Mono qui porte sur des femmes chattes maléfiques, et le genre évoluera considérablement à l'époque de la J-horror, mais cela dépasse l'objet de ce dossier. Au-delà du traitement littéraire de ce thème, puisque c'est de cinéma que nous allons parler, il faut envisager également le traitement pictural, ou plus largement relevant des arts visuels. Certains de ces aspects ont en fait déjà été évoqués. Le masque du shite dans le théâtre No, les costumes et les maquillages du kabuki, enfin les estampes ukiyo-e qui accompagnent les pièces de théâtre ou les kaidanshu à succès quand elles ne se montrent pas entièrement originales, contiennent nombre de représentations de fantômes bientôt canoniques et qui marqueront le cinéma à venir. Ainsi par exemple de la figuration du yurei féminin dont Oiwa est donc un bon exemple, mais il y en a bien d'autres, car c'est en fait devenu un genre à part entière appelé Yureizu, particulièrement florissant durant les XVIIIe et XIXe siècles. La femme rachitique, vêtue d'une longue robe blanche parfois débraillée et qui accentue son aspect diaphane, et arborant une longue chevelure noire souvent sale et désordonnée, ce sont autant de codes que le cinéma fantastique japonais perpétuera, des premières adaptations muettes de Yotsuya Kaidan à la Sadako de Ring, sa plus célèbre incarnation moderne. Entre les deux, cette figure se retrouve également dans Kwaidan, dont c'en est en fait une des plus célèbres illustrations, même si ce n'est alors pas l'apparence d'un fantôme à proprement parler, mais de la femme des neiges, Yuki Onna. Cependant, cet esprit était traditionnellement traité sur le même mode que les fantômes dans le Yureizu. Mais la peinture japonaise avait déjà une longue tradition de représentation de créatures de ce type. On peut penser par exemple au rouleau des êtres affamés, Gakizoshi, fameux emaki datant du XIIe siècle. À vrai dire, si Kwaidan a des inspirations picturales, et c'est assurément le cas, c'est avant tout dans des rouleaux illustrés de cette époque qu'elle se trouve. Et il en va de même pour d'autres arts, la statuaire ou l'architecture. Toutefois, les œuvres en question ne relèvent pas de l'illustration fantastique et n'ont donc pas leur place ici. Nous en parlerons dans la dernière partie de ce dossier.